Bonjour, bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 29 mars 2021. C'est Stendhal qui disait que la vie est faite de matinées. Enfant, j'étais extrêmement matinal. J'avais plaisir à me réveiller avant tout le monde et je me faisais un thé très léger et parfois un café très léger, du café, du café instantané. Et j'écoutais la radio. J'écoutais la radio et je réfléchissais. J'adorais. Alors adulte, je suis resté matinal. Je peux me réveiller à 5 heures, 5h30. J'aime me réveiller en même temps que les oiseaux. Du moins le printemps, l'été. Et ce matin, tôt donc, je vous lirai rien ce soir. Je vous lirai rien. Je me suis mis à réfléchir à une sorte de logiciel, de programme informatique qui existe sans doute déjà, ou si ça n'existe pas, ça va exister incessamment. Une sorte de reconstitution de voix de synthèse des grands auteurs avant l'invention du phonographe, par exemple. On peut retrouver la voix de Malraux, on peut retrouver la voix... et c'est frappant aussi comment les intonations, comment le phrasé, en tout cas des auteurs québécois, des auteurs canadiens-français, les auteurs canadiens-français, il y avait un désir de clarté dans l'expression, d'art oratoire, d'élocution. Toutes choses qui n'ont plus vraiment cours aujourd'hui. Alors, je me disais, avec un programme, est-ce qu'on pourrait reconstituer la voix de Stendhal, par exemple, à partir de plusieurs éléments disparates. Les textes, les brouillons, les manuscrits de Stendhal, les peintures que nous avons le représentant, qui sont pas très nombreuses, mais qui existent, sa physionomie, sa mâchoire, essayer de recréer par une sorte de robot logiciel la physionomie de Stendhal et de recueillir peut-être, si on réussit par le biais d'occurrences, à retrouver des gens qui ont écrit sur lui, qui l'ont croisé, qui pouvaient nous dire « Ah, il avait une voix, par exemple, nasillarde, ou il avait une très belle voix grave et profonde quand il nous lisait ses textes. » Je me faisais cette réflexion-là parce que je repensais à ce que m'avait dit un ami à qui j'avais lu une nouvelle qu'il a publiée il y a plusieurs années. Et je l'avais lu, en tout cas à mon sens, à peu près convenablement. Et cet ami-là m'avait envoyé un courriel pour me dire c'est drôle, la façon dont tu as lu mon texte, c'était comme si tu avais capté la voix que j'avais quand je l'écrivais. Parce que, évidemment, c'est ça qui est intéressant dans l'écriture, c'est qu'au fond, il y a une voix à l'intérieur de la boîte crânienne, n'est-ce pas? Et ce n'est pas nécessairement la même voix qui sort de notre bouche. Il y a une voix d'écriture, j'aurais envie de dire. Une voix d'écriture et qu'on peut, si... moi, je ne juge pas que je suis un bon interprète de texte, et je ne juge pas non plus que ça peut être bien de le faire, vous voyez? Parce que, évidemment, il y a toujours une théâtralisation, il y a toujours une interprétation. Non, moi, ce que je fantasmais, là, très tôt ce matin,
c'est de retrouver la boîte crânienne à l'intérieur de celle de Rimbaud de Stendhal. C'est les deux exemples qui me venaient. Alors, comment Stendhal écrivait dans sa tête? Quelle était la voix qui fonctionnait dans sa tête? Et d'imaginer, de recréer cette voix-là par des procédés d'intelligence artificielle, par exemple. Évidemment, quand on prend un texte, n'importe quel texte, le texte a en soi son rythme. Mais c'est pas de ça dont il est question. C'est pas le rythme du texte. Parce que, bon, la ponctuation, comment certains mots sont placés dans la phrase, évidemment, la ponctuation, c'est la respiration du texte. Mais comment ça s'écrit dans la tête? Et c'est quoi Rimbaud quand il écrivait ses poèmes? Comment il se constituait dans son esprit, dans son cerveau? Alors, c'est sûr, tous les bons écrivains, en tout cas, n'ont jamais cessé de dire qu'ils écrivaient par oreille. Hein? Alors, la sonorité. Mais la sonorité, évidemment, bon, il y a la musique, il y a le rythme, il y a tout ça. Mais moi, c'est pas ça là, qui me taraudait ce matin très tôt. C'était carrément... Et puis, si on analysait, outre, bon, la physionomie, les témoignages recueillis, une véritable reconstitution. Là. Parce que c'est sûr, quand la voix, par exemple, la voix de Malraux, nous est familière. On peut écouter, on peut l'entendre. Il y a suffisamment de bandes sonores mises à notre disposition qu'on soit capable, quand on lit Malraux, de peut-être réussir à capter cette voix-là à l'intérieur de la boîte crânienne. Mais l'exercice serait plus intéressant. En fait, l'exercice serait intéressant si on prenait des auteurs d'il y a 2 siècles. Parce que, aussi, on voit bien quand on écoute des captations sonores, même qui ne sont pas d'écrivains qui ont été enregistrés au début du siècle, par exemple. Alors, on voit bien que la manière de s'exprimer des uns et des autres, eh bien, a évolué. C'est frappant comment d'une génération à l'autre, la tonalité du langage se transforme, comment cette tonalité-là a évolué, comment il y a des différences. Bon, il n'y a pas juste des nouveaux mots qui apparaissent, il y a des mots qui disparaissent, évidemment. Il y a des mots d'usage qui n'ont plus de raison d'exister parce que les sensibilités ont évolué. Il y a de nouveaux mots qui apparaissent parce qu'il y a de nouvelles technologies qui sont apparues. Bref, le langage est quelque chose de vivant qui se transforme avec les vivants. Et le langage est l'expression du vivant. Non, moi, ce qui m'intéresse, ça serait vraiment, d'entendre la voix de Stendhal et d'entendre la voix de Stendhal quand il est dans le processus d'écriture. Alors, ça peut aller loin aussi. Rousseau, par exemple. Rousseau est un bel exemple parce qu'on a les manuscrits de Rousseau. Hein? On peut les analyser. On peut analyser ceux de Stendhal aussi. Alors, ils écrivaient à la main, bien entendu. Et la critique génétique, vous savez, qui consiste à étudier la structure physique d'un manuscrit, la disposition des ratures. Les ratures, c'est extrêmement révélateur. Alors pourquoi, par exemple, Rousseau était toujours conscient de sa posture? Hein? Bon, évidemment, il y avait un certain nombre de choses, auxquelles il adhérait, et il était toujours conscient comment ces choses-là pouvaient être perçues. Et il pouvait,
s'il jugeait que le moment était venu d'éprouver du chagrin, alors il pouvait biffer un mot qui aurait exactement représenté le premier élan de sa pensée, mais dans un second élan, juger que l'expression trop vive ou trop crue de ce qui avait été son premier jet, peu favorable ou qui n'était pas avantageux pour lui, alors il le biffait pour le remplacer par un autre mot et qui là pouvait euh, Flaubert, Flaubert qui suait sang et eau sur ses manuscrits. Alors, comment ça s'articulait? Pas juste au niveau du texte, pas juste au niveau du rythme, pas juste au niveau de la langue, mais au niveau de l'esprit. C'est ça que moi j'aimerais. Comment est la rature? Alors, le son d'une rature, vous imaginez? Ouais, on imagine la plume rayant d'un mot, on imagine le froissement feutré de la plume, biffant le mot, mais cette bifure-là, elle a un son. Cette bifure-là, elle a une structure à l'intérieur de la boîte crânienne. Alors, les ratures font des sons. Les ratures expriment quelque chose. Hein? La littérature. Bon, sans doute, elle est vieille, celle-là, mais la littérature, au fond, ça serait l'art de la rature, hein, pour en ajouter là, au truc. Mais vous saisissez un peu l'idée, ou mon idée, elle est celle d'un homme qui se lève trop tôt et puis qui s'était engagé. Ben là, je dépasse mon temps. Je devais arrêter le 8 février. Je devais arrêter de faire des vidéos le 8 février. On est le 29 mars. Là, je me suis engagé à en faire jusqu'à l'extinction du couvre-feu, qui ne semble pas près d'arriver, si j'en juge la situation sanitaire qui honnêtement, commence à peser sur l'esprit et le moral de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Alors donc, je reviens à mes trois exemples, Rimbaud, Stendhal et Rousseau. Alors, Alors évidemment, on pourrait, là je ne sais pas comment on pourrait faire pour essayer de retrouver, alors ça serait quoi, une étude qui serait à la fois ethno-langagière, parce qu'évidemment il y aurait des éléments ethnologiques. Comment parlait Cicérone, par exemple, hein? Ce rhéteur romain. Comment, alors, comment on pourrait retrouver non pas un calque, non pas une transposition, mais au plus près du ton de la voix. Parce que c'est ça aussi un écrivain. C'est évidemment quelqu'un doté d'une oreille très, très, très fine, mais c'est également aussi une voix. Alors, synthèse de voix, synthèse d'oreille, comment les logiciels, comment fabriquer une sorte de logiciel qui nous permettrait de reconstituer en fait la double voix, la voix physique de Stendhal et la voix qui écrit alors de Stendhal. Comment on pourrait faire ça? Alors voyez. Ouais, vous allez vous dire, peut-être que ce soir... mais c'est peut-être pas si con, mon affaire. Peut-être que ça existe déjà. Mais si ça n'existe pas déjà, c'est sûr qu'en ce moment, il y a quelqu'un. Si ça n'existe pas déjà, dites-vous bien que dans 5 minutes, ça va exister. Ou dans 10. Parce que tout finit par exister. Il suffit que quelqu'un, à quelque part, pense quelque chose, et je prétends pas ici avoir eu la trouvaille du siècle, hein, vous m'entendez bien, mais c'est évident que soit ça a déjà existé, ou soit c'est en train d'exister, ou soit dans 30 secondes, ça va exister. Mais ça va exister. Ça, il n'y a aucun doute.
c'est qu'un jour, on va apprendre qu'on a reconstitué la voix de Stendhal. Et qu'on a reconstitué la voix physique de Stendhal et la voix, je dirais, d'écriture de Stendhal. Et peut-être même, on pourrait les faire travailler en connivence, les faire travailler de concert. Hein, parce que c'est la voix de l'écriture et la voix de l'auteur, elle travaille de manière concomitante et probablement aussi, non seulement de manière concomitante, mais peut-être dans une joute même. Alors, je reviens sur mon exemple de Rousseau. Rousseau qui était très conscient de sa posture d'écriture. Et ça aussi, c'est intéressant de savoir, au fond, comment le désir de cohérence, en tout cas, et le désir de cohérence, au fond, est le fait d'esprit plutôt fruste. J'oserais même dire plutôt simplet. Parce que plus quelque chose est complexe, plus la cohérence est difficile à soutenir. Alors, vous voyez, et plus l'équilibre est difficile à maintenir, et plus la complexité est importante. Et au fond, ce que nous recherchons, nous, les grands jouisseurs de littérature, c'est la complexité. C'est des digressions, se rajoutant d'autres digressions. C'est pour ça aussi que l'exemple absolu de l'écrivain qui a su à la fois articuler le psychologique, le descriptif, le génie de la langue, la musique de la langue, l'écrivain total au fond, eh bien c'est Proust. Et c'est pour ça que Proust fascine autant. C'est pas juste parce qu'il a décrit des mœurs qui au fond, même on a de la difficulté à les comprendre, ces mœurs-là, d'une société, une sorte de petite noblesse déchue. On a de la difficulté en bourgeoisie, va sans dire. Mais ce sont là des mœurs qui nous sont, d'une certaine manière, parfaitement étrangères. Mais comment tout ça s'est articulé. La voix de Proust, on aimerait l'entendre, la voix de Proust. On le savait asthmatique, on l'imagine dans sa cellule enliégée. Hein? Alors, il avait couvert les murs de sa chambre de liège afin de ne pas trop entendre la rumeur du monde, et il était très certainement très attentif à cette voie d'écriture-là. Et les paperoles, hein, les manuscrits de Proust sont inouïs de ratures, de collages, de renvois. Si on parle strictement au niveau visuel, les manuscrits de Proust sont des œuvres d'art en soi. Et pour la critique génétique, c'est une mine d'art extraordinaire parce que de reconstituer les textes et les mettre en miroir, bon, ici, tel mot a été raturé, et a été remplacé par tel autre mot. C'est un travail de reconstitution qui relève à la fois de l'enquête, qui relève à la fois quasiment de l'anthropologie, quasiment de l'archéologie, hein, les strates de mots qu'on dégage, qu'on enlève, qu'on dépoussière là, délicatement. Là, ce mot-là a été raturé. Et pourquoi ce mot-là est venu en premier? Pourquoi celui-là a été remplacé par un autre? Et même le mouvement des ratures aussi signifie quelque chose. Alors, tout signifie quelque chose. Mais derrière le texte, derrière le texte imprimé, derrière le texte organique, il y a la voix. Il y a la voix qui turbine. Là. Et c'est cette voix-là que j'aimerais
cette double voix que j'aimerais qu'on puisse entendre. Alors, vous imaginez le scénario, on a la voix de Proust, bon, peut-être, je reviens sur mon exemple de Rousseau de Stendhal, parce que c'est plus vieux, donc on peut imaginer la langue. Alors, vous imaginez, on entend Stendhal, qui nous lit, je sais pas, un passage qui nous lit un passage imprimé de La Chartreuse de Parme, et on a la voix de Stendhal écrivant La Chartreuse de Parme. Et les deux voix, eh bien, fonctionnant, pas nécessairement en harmonie, mais fonctionnant de connivence. Et peut-être ça donnerait un résultat. On aurait la voix qui écrit et la voix nue, la voix telle qu'elle, la voix sans artifice. Alors voilà. Voilà ce... Ouais, ben voilà. Écoutez, hein? Bon, voilà. Alors c'est tout, 21 minutes, c'est bien assez. Lundi soir. Merci. Alors à demain. J'ai ma pile de livres. Bon, je vais vous lire. Je n'ai pas encore commencé Raymond Guérin. Ça va venir. J'ai la biographie de Réal Benoît qui avance bien. Mais je suis pris par toutes sortes d'activités, dont celle de libraire. C'est la vie. Et voilà. Et voilà. Et puis, je vous remercie d'être avec moi. Si je continue, c'est que je sais qu'on est dans le cabinet connecté de lecture. Eh bien, nous sommes quelques-uns. Et pour moi, c'est un grand bonheur d'être avec vous. Merci et bonne nuit.